Le docteur Blanc-Constant Barapéa, politologue, Christian Wanga, juriste, Willingoyi, expert en TIC, et Bruno Fortuna, journaliste, sont les invités du dictionnaire politique de ce soir. Avec eux, sur ce plateau, nous parlerons de la nouvelle task force sur la digitalisation de l'administration publique, mais aussi, plus largement, du bilan de toutes les task forces mises en place par le gouvernement depuis 2020. Que visent-elles? Quelle est leur portée réelle? Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, chers internautes de Tcheleka Media. Partagez le contenu et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Messieurs, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle task force sur la digitalisation de l'administration publique. Qu'est-ce que cela vous inspire? La question est posée à vous tous, mais je commence avec Willy Ngui. Merci pour l'opportunité. Cette question est une question qu'on peut considérer comme redondante parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de la digitalisation, c'est même des mots qui ont été fétichisés, à tel point que beaucoup de Congolais se demandent est-ce que ceux qui en parlent, on maîtrise la quintessence? Est-ce qu'il s'agit d'un terme générique? Est-ce que ça vient de notre propre volonté? Est-ce que ce sont des obligations liées aux coopérations diverses avec nos partenaires internationaux? Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas le choix. Le monde s'est déjà digitalisé, peut-être sans nous, et que je voudrais profiter justement de cette tribune pour dire que, loin de moi l'idée de tout criticisme, l'idée serait que c'est une bonne chose, tout en espérant que cette fois-ci, que nous allions un peu jusqu'au fond. Parce que c'est peut-être, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, qu'il s'agit de digitaliser l'administration publique. Donc ce n'est qu'une petite partie parce que la digitalisation doit être globale pour qu'elle puisse être effective. Mais comme le sujet se limite aujourd'hui sur l'administration publique, je pense que pour commencer, je dirais que c'est une très bonne chose, tout en espérant que cette fois-ci, que ça arrive jusqu'à la fin. Docteur Blanc-Constant Barapéa, je viens vers vous. Willy Ngoyi parlait d'un terme générique, hein, cette nouvelle taxe sur la digitalisation de l'administration publique. Est-ce que vous partagez l'avis de Willy Ngoyi et votre appréciation? Bien, merci beaucoup. Je saisis l'occasion pour saluer affectueusement et fraternellement mes co-panélistes ici présents et les millions de téléspectateurs, compatriotes qui sont à travers le monde. Bien, je pense que dans un premier temps, on pourra s'orienter dans la même direction que mon frère Willy, avec qui je partage pour la première fois ce plateau, pour dire que, en réalité, la digitalisation de l'administration publique vise ici la modernisation de l'administration publique. Et sur ce point-là, on peut être d'accord avec Willy sur le fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose sur le principe. Et maintenant, comme nous connaissons un peu comment fonctionne notre société, nous attendons de voir. Personnellement, j'attends de voir. Et puisque vous demandez mon point de vue, et je n'ai pas un point de vue à donner pour le moment, nous allons voir les faits. Mais dans tous les cas, par principe, c'est une bonne chose, puisqu'on veut digitaliser, on veut moderniser l'administration. Et avec ça, il y a certains défis qu'il faut relever. Il ne suffit pas de dire que bon, nous allons digitaliser et puis et ça passe. Et deuxièmement, task force, en réalité, c'est pas ça encore plus que le français, c'est un mauvais travail. C'est un mauvais travail. Et la particularité, c'est que le temps d'accomplissement doit être relativement limité. Et là, nous allons donc voir comment est-ce que cette fois-ci, ils vont faire autrement que les prochaines fois, 4 ou 5 prochaines fois, je ne sais plus trop. Donc pour le moment, je suis d'accord avec ce que vous dites. Merci bien, docteur Christian Wanga. Votre regard sur cette nouvelle task force mise en place par le gouvernement? Ben, c'est certainement une bonne chose. Je rejoins donc ceux qui sont intervenus avant moi. C'est une bonne chose. Je constate au regard des informations à ma disposition qu'il y a un budget, n'est-ce pas, qui a été alloué à cette politique de digitalisation en République du Congo. Je crois qu'il s'agit avec l'appui de la Banque mondiale d'un montant estimé à 100 millions de dollars et que pour cette année, 21 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, est affecté aux opérations
qui vont être mises en œuvre dans les plus brefs délais. On connaît tous les bénéfices d'une digitalisation. Il s'agit nécessairement d'une facilitation, n'est-ce pas, de la réalisation de certaines procédures administratives. Il s'agit de gain de temps, il s'agit de sécurisation de données, etc., etc. Tel que fonctionne le monde, un pays qui se veut moderne comme le nôtre se doit nécessairement, n'est-ce pas, de mettre en œuvre une telle politique. Et si task force il y a aujourd'hui, c'est que nos dirigeants souhaitent nécessairement une accélération, n'est-ce pas, de cette digitalisation. Elle a débuté dans certaines administrations. Je salue toujours cette avancée qui a eu une très bonne incidence, n'est-ce pas, sur l'amélioration du climat des affaires en République du Congo, qu'est la CPCE. Je suppose qu'avec cette task force mise en place, les moyens d'une institution comme celle-là, par exemple, seront renforcés et que la qualité de ces prestations au profit, n'est-ce pas, des usagers, serait améliorée. En définitive, pour rejoindre les autres, très bonne chose et bon vent à cette task force. Au regard de tout ce qui a été dit, Brony Fortuna, est-ce que votre ressenti va de pair avec ce que les autres ont tout de suite dit? Bon, il a dit, ça s'impose à nous, la digitalisation. Maintenant, ce qui concerne la task force, nous l'avons constaté depuis 2020, pendant que le Congo, le monde entier traversait la période de Covid-19, que quand à chaque fois que le gouvernement veut mettre une action en relief ou quand il veut placer un projet en urgence ou en priorité, et nous avons constaté qu'il met en place une task force. Ça a commencé donc avec cette période de Covid. On avait mis en place une task force pour voir comment arrêter le Covid-19 et voir comment régler le problème sanitaire au niveau du Congo. Donc ça peut s'exprimer de cette manière que c'est le reflet de priorité du gouvernement. La task force en réalité. Et donc, maintenant, ce qui concerne la digitalisation, il faut savoir que c'est un vieux projet. C'est un vieux projet en ce qui concerne le Congo. Et donc aujourd'hui, la mise en place de la task force veut simplement dire que comme ils sont dans l'optique de tout accélérer, certainement, le gouvernement veut en faire certainement une priorité, parmi la priorité pendant tout ce quinquennat. Et la task force, en réalité, moi je reste un peu dubitatif sur la composition de cette task force parce que vous allez vous rendre compte que malheureusement nous sommes certainement à la 6e ou la 7e task force, on en parlera certainement. Tous ces groupes de réflexion ou de travail sont composés d'abord en majorité par les ministres concernés. Parce que la question de la digitalisation est très transversale. Donc, ça concerne plusieurs départements ministériels. Et malheureusement, en ce qui me concerne, je constate qu'il n'y a que les ministres et leurs conseillers qui composent ces task force alors qu'on devrait les remettre en réalité aux mains des experts ou des universitaires qui peuvent eux travailler indépendamment et remettre au gouvernement les conclusions du travail. Voilà. Donc je pense que pour résumer, ça paraît maintenant une urgence pour le gouvernement vis-à-vis des enjeux actuels, vis-à-vis aussi de ce que le FMI et d'autres partenaires nous imposent dans la transparence de la gestion du pays. Et aujourd'hui, je pense aussi que finalement la digitalisation s'impose à nous. Ça s'impose maintenant à nous. Voilà. Je reste avec vous. Vous parlez tout à l'heure de l'urgence. Est-ce que cela justifie même cette mesure? En réalité, on n'a pas besoin d'avoir une task force pour aller très vite dans la réalisation d'un projet. Vous savez, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la volonté politique. Ce qui compte et avant tout, c'est trouver les moyens financiers pour réaliser ce projet. Les ministères existent. Je parlais des ministères aujourd'hui, je parlais d'un projet transversal. Vous avez aussi des organes techniques, comme certaines directions qui s'occupent de questions de digitalisation et autres, de l'économie numérique. Vous avez d'autres organes qui existent dans ce pays. En réalité, on ne devrait plus avoir besoin d'une task force spéciale pour la digitalisation ou pour lancer ce projet. Voilà. On a construit, il y a le data center qui se construit dans ce pays. On n'a pas eu besoin d'une task force pour construire le data center. L'internet est arrivé dans ce pays. On a connecté aujourd'hui quelques administrations publiques. On n'a pas eu besoin d'une task force. Donc, pour réaliser le projet, on n'en a pas réellement besoin. Mais seulement, je pense que le gouvernement veut en faire une priorité parmi les priorités et travailler peut-être plus vite pour c'est une sorte de coordination, mieux aller plus vite en coordonnant
cette équipe, les concernés, les ministères concernés. Parce que si, je peux imaginer que si les ministres travaillent et chacun dans son coin, on sait que la lenteur administrative dans ce pays, et parfois aussi pour que les choses aillent très vite, c'est très très difficile. Et quand on a un groupe de travail, il y a une coordination puisque c'est placé sous la coordination du Premier ministre. Peut-être que les choses peuvent aller très très vite. Je pense, à mon avis, c'est le souci de mieux faire les choses, le souci d'aller très vite. Mais sinon, en réalité, on n'a pas besoin d'une task force pour réaliser ce projet de la digitalisation. On parle de l'efficacité, on parle de l'urgence. Dr Blanc-Constable Ibarra-Peya, est-ce qu'il faille nécessairement passer par une task force pour résoudre ce problème de digitalisation de l'administration publique? Mais je ne vois pas l'opportunité ou la nécessité de passer forcément par cet instrument. La preuve, c'est que vous voyez même dans ce domaine-là, il y a, Fortuna a cité un certain nombre des choses qu'on a eu à mettre en place sans pourtant qu'il y ait cette task force. Vous avez par exemple, il a parlé de l'Internet, il a parlé du data, il a parlé d'un certain nombre de choses, mais vous allez vous rendre compte que même sur le plan législatif, il y a eu des lois sous le ministre Bombo qui vont même dans le sens de sécurisation, de la sécurisation des données personnelles et autres. Ça fait partie des exigences même de la digitalisation. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Et lorsque vous regardez la composition, c'est ce qui m'intéresse, lorsque vous regardez la composition, il est majoritairement, ces organes sont constitués majoritairement des ministres, directeurs généraux, même si, en disant entre lignes, on vous dit, bah, écoutez, la task force peut faire recours à quelques expertises. Mais de manière claire, vous allez voir que le projet, ou bien les acteurs, que ce soit le comité de pilotage, que ce soit le comité stratégique, c'est constitué des membres du gouvernement ou ce qu'on peut appeler des politico-administratifs. Or, lorsque la politique prend le dessus, et nous avons de l'expérience dans ce pays, on va vous rendre compte que ça ne va pas bien se faire. D'ailleurs, M. Ngoyi a souligné un élément très important en parlant de contraintes. Et Christian me donne des éléments donc d'analyse scientifique sur le terrain de la science politique. Vous allez voir que qui a commandé cette digitalisation? Il y a ce problème qu'il faut retenir. Parce que dans ce pays, lorsque vous voyez le Congo mettre les histoires en urgence, en priorité, c'est que quelque part, il y a des gens qui mettent la pression. Et le FMI, la Banque mondiale et autres, vous vous en souvenez, avec la déclaration du patrimoine, nous sommes restés plus de 14 ans. Et non, plus de 2 ou 3 mandats. C'est 2 mandats et demi. Ça n'était pas l'affaire du gouvernement. C'est lorsqu'ils sont allés chercher l'argent au FMI, et le FMI a imposé, vous avez vu, ils ont fait sous la pente des pieds. Ça a été tellement accéléré qu'ils ont oublié même qu'il y a certaines exigences qu'ils devaient mettre en place. Le délai surtout. Le délai surtout, si bien que, en saisissant, il y a M. Clément Mirassa qui a saisi la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle avait déclaré cela inconstitutionnel, on a stoppé l'opération. Donc, dans ce pays, lorsque vous voyez le gouvernement procéder de cette manière, c'est que il y a des injections qui viennent de quelque part. Deuxième chose, c'est que quand il y a un projet de cette nature, Christian parlait de 21 millions, alors, vous allez vous rendre compte que chacun s'interroge en disant, mais dans cette affaire-là, je gagne combien? Chacun a sa calculatrice pour regarder. C'est ça la réalité de notre pays. C'est bien que je reste complètement dubitatif à la lumière des task force qui se sont passées et à la lumière des figures qui vont donc coordonner cette task force. En tout cas, ça ne permet pas d'espérer. Maintenant, attendons de voir. Attendez de voir. J'ai envie de dire que cette task force porte déjà les germes de son autodestruction. Attendez donc de voir. Docteur, vous ne partagez pas la configuration de pas cette du tout. mesure. Pas du tout. Nous avons des élites qui ne sont pas dignes de confiance, madame. Docteur Christian Mangay, Je crois pas. pour des questions d'ordre, de suivi et de contrôle, cette task force est réellement. J'estime qu'elle est nécessaire. Parce que le mot task force vient du monde des affaires. Le mot task force. Ah non, monsieur, ce n'est pas le monde de l'affaire. Ça vient de l'armée. C'était pour la première fois utilisé, ah oui, les États-Unis.
Les États-Unis, je vous donne les éléments, s'il vous plaît. Vous ne m'interrompez pas si vous avez l'intention de faire la démonstration de mes 40. Allez, merci. Je vous rappellerai, n'est-ce pas, que les stratégies de management en général ont été effectivement beaucoup copiées sur l'organisation de l'armée. D'accord. Donc, moi, le mot task force, je l'ai connu, n'est-ce pas, je le connais, il est beaucoup plus usité dans le monde des affaires. Il faut dire que Il Il s'agit toujours, n'est-ce pas, d'un instrument catalyseur d'une action voulue. Donc, si par extraordinaire, ce qui a été fait préalablement à la mise en place de cette task force peut être salué, comme je l'ai entendu, n'est-ce pas, il n'est nullement exclu que, roulant à la vitesse N plus 10, l'on veut passer à une vitesse N plus 30. N'est-ce pas? Maintenant, en tout état de cause, puisqu'il s'agit de mise en œuvre d'une politique publique, je trouve normal que ce soit des personnes dépositaires, n'est-ce pas, de l'autorité politique, qui sont en mesure de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les prérogatives de puissance publique, qui soient désignées pour encadrer ces différents comités qui ont été mis en place. Comité stratégique, comité de pilotage, comité technique, comité d'investissement, etc. Et il a bien été dit, monsieur Ibarapéa l'a rappelé, le docteur Ibarapéa l'a rappelé, que ces comités, n'est-ce pas, ont toute l'attitude pour faire appel à tout ça, à tout sachant. Nous sommes dans un domaine manifestement technique. Je suis même extrêmement gêné de prendre la parole sur une telle question en présence, n'est-ce pas, d'un expert des NTIC. Donc, il est tout à fait normal que la mise en œuvre de cette politique de digitalisation, n'est-ce pas, puisse nécessiter la présence de personnes effectivement techniques. J'ai consulté la liste, n'est-ce pas, les différents présidents, vice-présidents, voire rapporteurs, n'est-ce pas, de ces commissions. Je n'ai pas reconnu d'entre eux des experts en matière de NTIC. Mais ne prenons pas les concepteurs, n'est-ce pas, de ces décrets-là pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Hein, je suis convaincu qu'il s'agit, n'est-ce pas, de mettre à la tête de ces comités des personnes en mesure de mettre en branle les prérogatives de puissance des puissances publiques. Donc, la task force est toujours nécessaire lorsqu'on veut améliorer un résultat. Il n'a pas été dit que toutes les institutions dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, n'ont pas été utiles. Il n'a pas été dit qu'elles n'ont pas atteint leur objectif, etc., etc. Mais il s'impose aujourd'hui, pour la République du Congo, d'accélérer la vitesse à laquelle elle va digitaliser, n'est-ce pas, son administration publique. Après, il n'y a pas eu besoin d'un temporaire suspecteur. S'il y a une task force, c'est parce que on a eu la pression même pour la mise en œuvre de cette action vient de la marche du monde. Nous ne pouvons pas commercer, n'est-ce pas, avec les autres États, nous ne pouvons pas commercer avec les autres institutions, nous ne pouvons pas commercer avec tout ce dont nous avons besoin pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de notre PIB, par exemple, sans se mettre à la même vitesse qu'eux. Donc, en définitive, c'est le constat certainement d'un retard relatif, hein, n'est-ce pas, qu'accuse certainement notre pays par rapport à l'accélération voulue par le fait commercial, le fait politique, le fait diplomatique, etc., qui nécessite pour nous l'accélération de cette task force, de cette politique de digitalisation. Voilà ce que je peux dire. Et en parlant de l'accélération de cette mesure, selon vous, on doit associer les techniciens, bien évidemment. Je l'ai dit naturellement, il s'agit d'un domaine particulièrement technique, madame. Il s'agit d'un domaine particulièrement technique. Je rappelle encore que le fait que l'on est placé en tête de ces comités techniques, des ministres, autres et autres, ne sont à mon sens qu'une manière, n'est-ce pas, de convoquer, hein, pour les besoins de l'action, de la manière la plus rapide, des personnes dépositaires de l'autorité publique. Le gouvernement congolais ne cesse de présenter la digitalisation de l'administration publique comme un impératif bilingue. Toutes ces administrations disposent-elles déjà d'un bon système numérique de base ou bâtit-on une taxe fax sur un terrain qui n'est pas encore prêt? Bilingue. Bon, merci. Je voudrais aussi revenir sur un certain nombre d'éléments que chacun de mes co-débatteurs ont essayé de soulever. Le plus gros problème de la digitalisation, c'est d'abord sa compréhension peut-être philosophique ou sociologique, parce qu'il s'agit d'un domaine transversal. Alors, la transversalité voudrait que, lorsqu'on parle de digitalisation, que toutes les couches sociales, toutes les sensibilités soient représentées. Parce que la digitalisation, ici, c'est vrai que ils ont, en tout cas, le gouvernement a essayé d'élaguer, essayer de dire de l'administration publique. Mais l'administration publique se digitalisera parce que il y aura des citoyens qui vont y arriver. Donc, la e-citoyenneté. Or, la e-citoyenneté ne peut s'exercer que lorsque les citoyens ont la capacité de comprendre c'est quoi les moyens et les outils digitaux. Il ne faudra pas compartimenter ce travail. Donc, si l'initiative est louable, mais il faudrait que ça puisse s'inscrire dans un continuum, c'est-à-dire une sorte de mouvement d'ensemble. C'est-à-dire, au même moment,
Je suis très d'accord avec Maître Bouanga qui dit le fait même de la présence dans ce comité de pilotage, qu'il y ait donc en tout cas j'essaie de faire un peu feu de tout bois, qu'il y ait des politico-administratifs, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il y a un concept qu'il faudra toujours intégrer lorsqu'on parle de digitalisation, c'est la technophobie. C'est-à-dire parfois à l'intérieur des technophobes, c'est-à-dire les gens qui savent lorsqu'on digitalise, je perds mes moyens, parce que je suis moi-même faiblement digitalisé, c'est-à-dire j'ai des capacités numériques très limitées, même Word, Excel, pour moi c'est extraordinaire, trop digitalisé me fera perdre la capacité à commander ceci, cela, tout. À l'intérieur, je suis sûr qu'il y en a des gens qui sont à l'intérieur. Et ceux-là, à l'intérieur, leur technophobie fera que le mouvement d'ensemble ne suivra pas. Pourquoi je le dis? Mais parce que, personnellement, j'ai travaillé dans un même projet, curieusement avec le même budget, le PATN, que Maître Bouanga connaît, le projet d'accélération de la transformation numérique. C'est plus ou moins la même chose, peut-être même mieux, parce que ce projet avait mis ensemble un certain nombre d'acteurs. Et nous avons suffisamment évolué dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique. Mais aujourd'hui, où sont les conclusions? Nulle part. On a changé le coordonnateur, on a changé après, c'est devenu le PRISP. C'est-à-dire dans un flou artistique, pour moi, le plus gros problème et le plus grand obstacle serait la technophobie, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas que la technologie arrive. Et je les comprends. Imaginez, je conduis à droite, et on me dit que demain, il faut conduire à gauche. Ah, je vais faire tout. Si une telle loi va arriver, que ça soit le plus tard possible, quand je me serai retiré, par exemple, la conduite. C'est surtout ce qu'il faut faire. Il y a la résistance psychologique qu'il faudra prendre en compte. C'est pas, comment on peut dire, c'est pas une affaire de mode. C'est une exigence qui demande même que chacun des opérateurs, justement, des politico-administratifs, se redéfinissent ou se remettent en cause. Il faut qu'ils repartent à l'école. Combien de gens peuvent comprendre que même là, la digitalisation, on est en retard? Christian Bouanga disait que relatif. Non, mais aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. On parle de la dronisation. C'est comme si les autres sont à l'université. Bon, nous, c'est maintenant là qu'on parle du CP, qu'on va quand même pour arriver au collège. Oui, c'est vrai, c'est déjà un petit pas, mais il faut qu'on aille un peu plus vite. Peut-être, dans ce contexte, parce que c'est facile peut-être de critiquer, si je dois associer ma critique à une proposition alternative, serait que, en parallèle de tout ce qui est en train de se faire, qu'il y ait une grande consultation. Même populaire, même technique. Nous avons des ministères, ils peuvent dire, bon, ok, expertise, parce que l'idée des Congolais, on pense que lorsque les experts se plaignent, ils pensent qu'ils cherchent l'argent. Non. On peut dire plateforme contributive. Voilà, pour vous qui voulez, dans le cadre d'éducation, dans le cadre, par exemple, des services judiciaires, essayer de donner vos idées. Et que ça puisse être donc une sorte d'agrégat qui permettra que cette task force puisse travailler en tenant compte des intérêts ou des sensibilités de toute la population, au lieu de s'arrêter et de se gaver de leur propre expertise. Parce que, imaginez-moi, je suis ministre de ceci, de cela. Je ne pourrais jamais avoir le courage de dire, non, moi-même qui vous parle, je suis analphabète digital. Donc, digitalisez-moi avant même que je puisse chercher à digitaliser les autres. Il ne s'agit pas ici d'une, comment on appelle ça, d'essayer de se claquemurer dans un processus où seuls les ministres qui eux-mêmes ont été seulement nommés, parce qu'ils sont allés là-bas par la volonté politique de quelqu'un qui les a mis là-bas, est-ce qu'ils ont la quintessence de toute l'expertise? Je pense que non. Une fois de plus, pour ne pas m'accaparer la parole, dire la digitalisation est transversale. Ça va dans tous les secteurs. Donc, il faudra que ce soit une affaire de tous, des pasteurs, des mamans qui vendent au marché, puisqu'après, demain, on viendra collecter les taxes à partir d'un terminal digital. Mais imaginez la maman qui a fait 30 ans, 40 ans au marché de Wenze, qui n'a jamais vécu. Oh non, maintenant là, il faut avoir ça. Donc, ben, ça ne marchera pas. Donc, il faudra bien que les gens comprennent que c'est un processus très long, qui doit être globalisant, et qui doit faire le nécessaire d'être suffisamment, comment on appelle ça, en fait, qu'il y ait beaucoup de communication là-dessus. Et d'ailleurs, je félicite votre chaîne de vouloir essayer déjà d'en parler. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un truc où c'est un coin et chacun voit déjà les 100 millions, c'est toujours 100 millions, et à la fin, il n'y aura toujours rien. Je finirai par quelque chose de simple. Pour moi, avant même la task force, Maître Bouanga l'a dit, vous savez, la CPCE, hein, c'est ça, la CPE. Ce qu'il a dit, moi-même, j'en ai bénéficié de ce service. C'est quelque chose de fondamental. Il peut prendre ça comme déjà début. Qu'est-ce que la CPCE, qui est un organe administratif de l'État, a fait que, par exemple, l'administration pénitentiaire ne peut pas faire? Je pose toujours la question à quelqu'un. Avez-vous déjà vu dans ce pays un casier judiciaire si les X ont déjà réussi ça dans la même administration,
vous faites obliger. Peut-être qu'il faudra passer par les sanctions pour dire, ceux-là ont déjà fait, vous, dans 3 ans, si vous ne faites pas, nous, on va faire ceci. Mais chaque fois qu'on va globaliser cette histoire de la digitalisation, alors que le ministère des Finances est assez évolué dans ça, le ministère, je crois, des petites et moyennes entreprises ont quand même des bases. Même l'éducation aujourd'hui, vous voyez, quand même, lorsqu'on publie les résultats, de plus en plus des plateformes, il y a déjà quelques ministères qui ont essayé de faire quelque chose, mais il y a d'autres, et vous connaissez bien ces administrations qui n'aiment pas. Donc des technophobes, comme disait Engels, puisque je suis ici en face d'un... L'ennemi numéro 1 du réformateur, c'est le tenant de l'ordre ancien. Il faut comprendre que nous avons des gens qui ont appris à gérer ce pays avec les méthodes du XXe siècle. Quand il faut arriver au XXIe siècle, il y a quand même une résistance. C'est normal, c'est psychologique. Mais est-ce que ça fait avancer le pays? Non. Voilà un peu. Et si je comprends par là, docteur Blanc, est-ce qu'on doit passer par la formation du personnel? Ben, je pense que le technocrate qui n'est pas technophobe a dit quelque chose d'intéressant. Et vous allez voir même que ils ont cité un certain nombre de structures, des institutions, mais vous voyez, le guillotte aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Mais vous avez parlé de la résistance. Non, la résistance ne soit pas seulement psychologique. Nous avons des résistances stratégiques à forte valeur économique. C'est-à-dire, lorsque la digitalisation va arriver dans tel secteur, les petits mafieux qui font ceci ne vont pas le faire. Donc, c'est tout un maillage. Et je suis totalement d'accord que procéder par la formation, tout au moins déjà par l'information, ce que nous sommes en train de faire, et ça doit être à la fois horizontal et vertical. Horizontal au niveau institutionnel, et non, vertical au niveau institutionnel, et horizontal au niveau populaire. Mais encore une fois, c'est l'homme qui est au cœur de cette dynamique et de ces changements. Si ça touche aux intérêts des particuliers, vous allez voir que on va tourner au rond comme ce que le frère a eu à faire. Il n'y a pas de rapport. J'ai essayé de me battre pour trouver des rapports relatifs aux anciens task force qu'on a mis en place. Je n'ai pas pu en avoir. Certainement, il y aura quelqu'un sur le plateau qui m'aidera à en avoir. Ça veut dire que quoi? Il y a cette volonté qui est manifeste, qui est là. Mais cette volonté rencontre, l'ignorance de certains acteurs. 2, les stratégies, donc les résistances de certains acteurs. 3, le manque de volonté. Et si on veut aller avec ça, il faudrait donc former et informer. Montrer le bien de cette affaire, que ce soit pour celui qui est dans la périphérie, comme celui qui est au centre. Maintenant, on ne doit pas se limiter à ce niveau. Il faut donc regarder le contour de cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que nous avons de l'électricité stable? Est-ce que la connexion Internet est là? Est-ce que... voilà tout ce qu'il faut mettre en place. Sinon, si on s'arrête seulement à dire, bon, task force, et puis à forte coloration politico-administrative. Et c'est là où j'ai un petit problème, hein. Bon, pas un grand problème, un grand souci. Mais vous avez le représentant de la présidence, le représentant de ceci, le représentant de cela. Mais la dimension, d'abord, c'est pléthorique. Vous avez un président de la République et un premier ministre qui peuvent décider. On dit, bon, on prend 3 personnes pour coordonner cela, et puis avec quelques personnalités des ministères clés, à bosser sur une compétence technique qu'on prend, le frère Moïse qui est là, il n'est pas le seul, il y en a plein. Et là, il y a une expertise, il y a une expérience, et on va aller vite. Mais tel que c'est parti-là, une task force, une équipe opérationnelle qui est pléthorique, là c'est vrai que on n'a pas encore associé des techniciens, il y aura combien de techniciens? Je crains que ce soit un gouffre financier en perspective. Docteur, je reste avec vous. Le Congo n'en est pas sa première task force. En 2021, déjà une task force des politiques économiques et sociales avait été créée sous l'autorité du président de la République, chargée d'élaborer les projets de politique économique et sociale soumis à la concertation entre le chef de l'État et le Premier ministre. Docteur, vous en souvenez peut-être. Qu'est-ce que cette task force a concrètement changé? Mais sérieusement, je ne vois pas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai essayé de chercher les rapports, et je n'ai pas trouvé. Donc, en l'absence de ces rapports, j'ai essayé un peu de regarder ce que nous avons sous nos yeux. Alors, la politique économique, la politique sociale, qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Le taux de l'endettement a-t-il été réduit? Je ne sais pas. Est-ce que
le volet social, regardez nos hôpitaux, regardez le CHU, regardez, vous avez aujourd'hui, par exemple, les enseignants d'université qui cumulent Des moyens payés. 7 mois sans salaire et moi, j'en ai une vingtaine. Sans être payés, le CHU, les hôpitaux sont en grève, les collectivités locales ne sont pas payées. Par contre, on assiste à une tendance vers une forme de gestion, de jouissance au niveau des étapes de la classe supérieure, puisqu'on passe plus de temps à organiser les festivités justives et autres. Bon, on nous parle de crise tout le temps, et finalement, ça nous a apporté quoi? Quelles sont les conclusions de cette task force qui s'occupait des questions économiques et sociales? Vous avez même entendu dire à l'époque, à cette époque-là, nous avons eu à faire un débat sur une chaîne concurrente où ils avaient mis, par exemple, d'une équipe de combat où on devait tenir compte des érosions, de ceci, de cela. Et après, ça a disparu après. Donc, vous voyez, c'est comme si il n'y a pas une volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Mais quand vous regardez, quand vous fouillez, je dis ça avec les compatriotes, ils vous disent, souvent le budget a été débloqué, mais à la fin, les rapports ne sont pas là, on ne va pas à la fin des choses. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est les mêmes qui sont dans toutes les task force, c'est les mêmes. Et sans résultat, on continue, on les prend, des événements là. C'est ce que je qualifie des échoués de la République. Or, on ne conserve pas une équipe qui échoue. On devait prendre lesquels? On change une équipe qui gagne. Mais vous pensez que le Congo, on nous parle de 6 millions de Congolais, peut-être qu'ils sont à l'interne, on ne sait pas ce qu'ils sont à l'étranger. Vous pensez qu'il n'y a pas de compétences? Vous avez les mêmes choses. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit que le Congo est programmé pour échouer. Avec ce leadership. Vous vivez dans ce même Congo, docteur? Bien sûr, parce que j'aime mon pays, je ne peux pas aller ailleurs. Mais nous sommes programmés pour échouer. Regardez. Ce qui se passe aujourd'hui chez nous, ça peut nous condamner au moins pour 2 siècles. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux. On ne peut pas constater que vous avez 6 task force ou 5 task force, 4 que vous avez mis en place. À la fin, il n'y a pas de résultat. Vous continuez à faire confiance aux mêmes personnes. Deuxième chose, prenez même les budgets, les différents projets de société du président de la République. De 2002 à nos jours, vous allez voir, à la fin, il n'y a pas un bilan qu'on fait. Donc, je reste sceptique. Il faut regarder avec ces mêmes acteurs, avec le même environnement. Cela relève vraiment du Saint-Esprit. Et comme moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont à l'église, je ne pense pas que ça va se réaliser. Donc, attendez de voir. Christian Bouanga, vous êtes juriste. Cette même task force, qu'on parlait de 2021, avait pour attribution de proposer les politiques et programmes de court et moyen terme du plan national de développement 2022-2026. Une réelle efficacité pour des politiques économiques et sociales qui ont découlé. Est-ce que vous avez senti réellement qu'il y a eu changement? Vous savez, lorsque je suis étudiant, je suis également extrêmement critique vis-à-vis de l'action publique, parce que il est normal, le citoyen est très demandeur. Au petit bonheur de la chance, j'ai eu l'opportunité depuis un certain moment de conduire les administrations publiques. Croyez-moi, l'action publique est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et les Congolais ont tendance, n'est-ce pas, à croire que l'amélioration d'un indice quelconque devrait nécessairement les toucher à titre individuel ou encore créer chez eux des preuves, n'est-ce pas, de témoignages palpables, prêtez-moi l'expression. Non, il y a parfois des choses non palpables, mais qui sont effectivement réelles. Vous comprenez? Je ne peux pas me croire, je ne suis pas économiste, je n'ai pas fait partie de cette task force, mais je sais qu'il y a des Congolais intelligents, soucieux, n'est-ce pas, de l'intérêt général qui ont travaillé. Alors, quel est le résultat que j'attends de ce travail? L'amélioration de certains indices, n'est-ce pas? Croyez que nous avons, par exemple, un taux de mortalité qui est extrêmement faible. Croyez que nous avons, par exemple, un taux de mortalité de 6 sur 1000, extrêmement faible à l'échelle africaine. Croyez, par exemple, que nous avons une espérance de vie qui frôle les 70 ans, ce qui est assez intéressant, n'est-ce pas, de par le monde. Croyez également que le taux de croissance, n'est-ce pas, en République du Congo de 2025 à 2026 a été augmenté de 2 points. Par quelle magie? Par quel miracle? Par le travail, selon vous? Nécessairement par le travail de ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de la conduite de l'intérêt public. Voilà des faits.
à partir du moment où il y a des institutions internationales qui sont en mesure, n'est-ce pas, de prendre la mesure de tous ces progrès constatés et de les publier sur des sites tout à fait respectables. Donc, je ne peux pas croire, au regard de ces indices, auxquels je crois, sauf à être extrêmement pessimiste. Moi, je suis plutôt des Congolais tout à fait optimistes. Le docteur Ibarapéa, pour le reprendre encore, a dit que nous n'avons que ce pays. Et croyez que des pays, croyez-moi, j'en ai visité, la qualité de vie en République du Congo n'est pas nécessairement à plaindre. Raison pour laquelle lui et moi aimons bien vivre dans ce pays parce que, entre autres, il y a une certaine qualité de vie que nous apprécions, nonobstant certains reproches qui peuvent être faits. Donc, je me répète encore, les chiffres que je viens de vous citer sont nécessairement la preuve que des politiques, n'est-ce pas, économiques et sociales sont menées en République du Congo de manière positive avec les résultats améliorés que nous orchestrons, n'est-ce pas, année après année. Brony Fortuna, vous l'aviez d'avis avec ce que vient de dire Christian Bwanga? Bon, est-ce que le problème, c'est d'être d'avis ou bien de voir ce qui se fait aujourd'hui? Vous avez posé plus d'une question tout à l'heure. Déjà, l'état des lieux, vous avez parlé de l'état des lieux, vous parlez encore de l'efficacité de ce qui se fait. Il faut savoir que il y a eu plusieurs task force qui ont existé. Le ministre d'État, Gilbert Ondomou, à la tête d'une task force. Il y a une task force qui a été créée dans ce pays pour lutter contre l'inflation également. Il y a une task force sur le carbone également dans le domaine de l'environnement. Et vous posez la question tout à l'heure, est-ce que nous pouvons aujourd'hui juger l'impact réel de ces task force? Donc, c'est pour cela que personnellement, je reste sceptique quant à la volonté du gouvernement de créer les groupes de travail ou de créer les task force et de ne pas en être capable de réaliser réellement les projets. Je peux prendre l'exemple de la task force sur les politiques de développement. On se rend compte qu'aujourd'hui le Congo se retrouve dans ce marasme, je veux dire économique et financier, simplement parce que ceux qui ont construit le PND passé n'ont pas pu réellement mettre en place des vraies politiques pour faire sortir le Congo du pétrole, de la dépendance pétrolière. Aujourd'hui, on en parle souvent ici, dans un cercle vicieux où le Congo vit des dettes, s'endette et pour payer ses dettes. Et simplement parce que les politiques de développement, les politiques économiques n'ont pas porté leur impact réel. Donc, c'est fort de cette expérience malheureuse que nous pouvons aussi, jusqu'aujourd'hui, maintenant, pour ne pas être trop sceptiques, douter un peu de la composition actuelle de la nouvelle task force. Mais il faut savoir que quand on regarde aujourd'hui, on fait l'état des lieux, il y a quand même la volonté de digitaliser l'administration. Mais Willy Ngoli a dit quelque chose d'important. Bon, il y a pas Paten qui existe, hein, le projet de la transformation. On constate que le gouvernement a injecté cette année 2026 21 milliards à peu près pour la transformation numérique. Vous avez Annecy qu'on a créé aussi. Vous avez d'autres agences qui ont été créées dans l'optique de digitaliser. On a parlé aussi de l'ACPCE et qui est totalement digitalisé aujourd'hui. Vous avez des fragments administratifs qui existent de gauche à droite qui sont plus ou moins digitalisés, certaines banques également, mais seulement on n'a pas encore jusqu'aujourd'hui un guichet digital unique et pour connecter tout le pays. Mais le problème c'est que on ne peut pas digitaliser si on ne règle pas d'autres problèmes en amont comme l'électricité. Sans électricité aujourd'hui, il est difficile même de faire fonctionner les data centers que nous avons aujourd'hui. Nous avons aussi le problème de la pénétration de l'Internet au pays. Aujourd'hui, quand on lit les statistiques ou les enquêtes de la GESMA, qui est l'organe qui regroupe les opérateurs économiques à travers le monde, les chiffres disent quoi? Que au Congo, 70% de la population est couvert, on va dire, par l'Internet, mais il n'y a que 19% qui utilisent le téléphone mobile. Simplement pourquoi? Parce que nous passons déjà de la 4G à la 5G, mais la majorité des populations des Congolais n'ont pas, les Congolais n'ont pas le mobile, comment on dit, les smartphones de 4G, 5G. Et donc, on constate que déjà, on a certaines administrations où l'Internet est connecté très bien, mais elle est faible.
la capacité, le débit est faible. Ou encore, il n'est pas permanent comme il faut, c'est-à-dire que vous avez des coupures d'électricité tout le temps, vous avez aujourd'hui un bon débit, demain ça change. On a ces coupes tout le temps dans nos maisons et même dans plusieurs administrations. Donc, quand on regarde ces pesanteurs, il est difficile aujourd'hui de parler, de croire à cette task force, et espérer que dans un an, dans 2 ans, le Congo va être digitalisé totalement. Non, parce qu'il y a encore le problème de l'électricité. On constate qu'à Brazzaville, l'électricité n'est pas permanente. On constate qu'à Pointe-Noire, elle n'est pas permanente. On constate qu'encore, on a suffisamment besoin de kilowattheures dans ce pays pour que l'électricité soit stable. La ligne de transport et la ligne de distribution n'étant pas modernisées, il est difficile aujourd'hui d'aller vers la digitalisation. Mais on ne peut pas désespérer ou encore remettre en cause la volonté du gouvernement de digitaliser l'administration. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ce gouvernement doit être beaucoup plus pragmatique. Le gouvernement doit associer les techniciens, les experts en la matière, doit chercher les experts. Il doit former dès maintenant parce que je ne pense pas que ceux de la carrure ou encore du statut de Wilingoyi sont en milliers dans la République du Congo et qui soient capables de piloter les projets de la digitalisation parce que ça demande aussi de la formation. Il n'y a pas que les experts, mais il y a aussi celles et ceux qui sont appelés à utiliser ces instruments dans les administrations publiques. Puisqu'on parle des impôts, on parle des douanes, on parle de l'état civil, mais il faut que ces gens-là soient aussi formés. Sinon, l'expert peut installer, peut connecter, peut digitaliser, mais celui qui a la machine et qui doit, par exemple, répondre à un certain moment ou encore doit appuyer quelque part pour que ça fonctionne, s'il n'est pas formé, tout ce qu'on peut faire, ça va pas aboutir. Donc voilà pourquoi je pense que à un moment donné, le gouvernement doit être réaliste quand on est suffisamment, mais très 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 en retard par rapport aux autres. Les autres vont à la vitesse de la lumière. On parle de l'intelligence artificielle qui occupe pratiquement tous les domaines à l'extérieur, mais nous n'avons pas encore digitalisé et ça va dire qu'un jour, si on ne fait pas attention, on va être inondé. Encore, on va rater l'occasion c'est comme on dit, de rater encore cette révolution numérique ou digitale. Oui, vous l'ajoutez un mot pour ce moment-là? J'ai la question, évidemment, il ne peut pas y avoir de digitalisation, donc d'utilisation d'outils numériques sans électricité de qualité. La nécessité d'améliorer, n'est-ce pas, notre production électrique n'est pas seulement liée à la question de la digitalisation. D'abord, à la question de notre industrialisation. Et même de ce côté, je peux vous dire que des efforts sont faits, n'est-ce pas? Des efforts sont faits. C'est ce que moi j'aime apprécier. J'ai eu l'opportunité de visiter la zone économique spéciale de Maluku. Est-ce que ça fonctionne? Elle va connaître une accélération dans son fonctionnement. Elle va connaître. Je vous réponds, madame, avec des effets effectifs. Il y a désormais de l'électricité disponible à quantité suffisante pour soutenir, n'est-ce pas, une activité industrielle. Et aujourd'hui, ces installations sont bel et bien opérationnelles. Je voudrais vous poser une question, Christian Bonga. Excusez-moi, permettez-moi, Christian Bonga. Au milieu de phrase, permettez, excusez-moi. Il y a un développeur qui aujourd'hui est en train d'attirer des investisseurs dans cette zone parce que la qualité de la desserte électrique, n'est-ce pas, a été améliorée ou cette condition a été satisfaite. Donc, lorsque je suis en présence d'exemples palpable, n'est-ce pas, comme cela, de la volonté du gouvernement d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité de notre électricité, je suis donc convaincu que ceux-là qui appuient... De quelle électricité parle-t-on, Christian Bongadi, alors que Brazzaville et Pointe-Noire sont parlés l'intérieur du pays et on pourra des coupures excusez-moi, est-ce que l'électricité qui va alimenter je vous pose une question. Est-ce que vous remettez en cause l'information que je vous donne? Non, je vous dans ces conditions, je vous en prie, Maluku, c'est à 45 km, rendez-vous-y et revenez me dire que je suis en train de mentir. Ce qui m'écœure un peu, je ne parle pas de Christian, c'est de parler tous les jours ou presque. Et depuis plusieurs années, des efforts qui se font. C'est ce qui est malheureux. Le gouvernement ne devait pas, après tant d'années, rester au niveau de cette qualification ou encore au niveau des efforts. Si vous entendez les ministres et tout le monde, il dit nous sommes en train de faire. Alors, le gouvernement a la volonté de faire. On ne devrait plus parler de la volonté, on devrait parler de la concrétisation et des résultats probants sur différents projets. Je vous disais tout à l'heure que la politique de la digitalisation, sinon sur projet, où il a dit tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Congo parle
parle de la digitalisation, le président, dans ses différents discours, on en parle. L'objectif, nous le savons, qu'il faut lutter contre la corruption, nous le savons qu'il faut digitaliser pour tout rendre transparent, mais c'est une préoccupation majeure pour le développement du Congo. Mais vous constatez qu'année après année, on n'injecte pas suffisamment d'argent dans la digitalisation, et ça paraît comme être un mystère aujourd'hui, alors que ailleurs ça se fait. Ailleurs, quand vous allez au Burkina Faso, le visa vous l'avez en ligne. Vous l'avez en ligne depuis votre pays. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une chancellerie ou dans une ambassade pour l'obtenir. Chez les autres, les choses avancent. Les choses avancent. Vous avez suivi le salon du numérique au Burkina Faso, comment le Burkina Faso a monté un robot sur place. Les autres sont tellement développés. Aujourd'hui au Congo, nous avons des institutions qui existent, mais vous constatez que dans la pratique, je parlais de la formation tout à l'heure, vous direz peut-être à des chiffres, combien des Congolais sont allés se former à l'extérieur puisque nous devons digitaliser et pour qu'ils occupent les postes. Aujourd'hui, vous parlez de data center, vous savez, on nous avait dit que ça devait être fonctionnel en décembre 2025. Jusqu'aujourd'hui, les travaux se poursuivent. Donc c'est gênant de continuer à vouloir caresser le gouvernement le sens pas pour dire que les efforts se font, alors que l'impact de ces efforts jusqu'aujourd'hui reste insuffisant. Vous avez mis une inquiétude. Vous avez parlé de... Pardon? Mais c'est bon. Allez-y, Le débat interactif. D'accord. D'accord. Vous avez mis une inquiétude. C'est celle de dire, n'est-ce pas, que cette digitalisation souhaitée en République du Congo ne risque pas de connaître une accélération souhaitée au motif de l'absence, n'est-ce pas, de qualité de l'électricité. Pas le seul motif. Bon, je répondais à M. Latla. Et je vous apporte l'information selon laquelle, n'est-ce pas, des actions concrètes sont menées en vue d'améliorer la qualité de l'électricité. Je vous ai parlé d'un fait dont j'ai été témoin pour avoir visité cette zone. Je ne suis pas au courant de ce qui se fait ailleurs. Mais croyez que si même l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que notre gouvernement aussi est nécessairement, n'est-ce pas, bien intentionné à mon sens. Je disais encore, pour encadrer mon propos, que je reste un Congolais optimiste, n'est-ce pas? La question, les résultats sont là. Les résultats, s'ils ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ils sont là. Puisque moi, personnellement, j'ai été heureux. Mais je suis Congolais comme vous. Je suis heureux, moi. C'est le social. Ne suis-je pas du peuple? Ne suis-je pas du peuple? Ne suis-je pas moi content de constater que la zone économique spéciale de Maloko est désormais desservie, n'est-ce pas, en électricité suffisante? Elle produit quoi déjà? Pardon? Elle produit Je vous informe, je disais qu'il y a un développeur, nous allons attendre les résultats. Voilà l'information que je vous donne, moi du peuple qui a eu l'opportunité de le constater. Merci bien, merci bien. Avant de donner la parole à Blanc-Comté Barapéa, je vais avec Willy. Vous avez tout à l'heure souligné qu'il doit y avoir la stabilité énergétique pour parler du bon système numérique, pour que l'administration publique soit bien digitalisée. Est-ce que par quoi le gouvernement devrait commencer dès lors qu'on parle de l'énergie? Merci. En fait, c'est depuis le début que je voudrais le dire. Les gens ont souvent tendance à dire qu'on ne peut pas réinventer la roue. En fait, stricto sensu, si on voudrait être pragmatique et aimer le pays, on n'a même pas besoin des task force pour ça parce qu'il y a le benchmarking. On sait comment les autres ont fait et ça existe sur Internet. On peut faire du copier-coller. Nous qui conduisons les Toyota ici, on n'a pas été obligé d'aller au Japon pour savoir comment on a fait tel moteur. Nous avons compris le même principe, il est général. Normalement, si on veut aller vite, on connaît ce qu'il faut faire. Je voudrais vraiment attirer cette attention-là. Que ce soit du côté de l'électricité, que ce soit du côté des politiques publiques, que ce soit du côté de l'arsenal juridique. Nous sommes dotés de très très belles institutions. L'ANSSI, par exemple, l'Agence nationale des systèmes de sécurité, mais c'est quelque chose de très bien. Je connais les gens qui travaillent là-bas, il y a beaucoup de compétences là-bas. Et eux, ils peuvent déjà faire beaucoup de travail en amont. Il y a un travail qu'il faut faire en amont. Le docteur Barapéa l'a dit, je n'ai pas voulu abonder dans ce sens, mais apparemment il a raison. Je vais vous dire une chose. La digitalisation casse pour la première fois l'identité numérique. La première chose. Or, vous savez qu'il y a des Congolais qui ont 3 identités. À la fonction publique, il est Mbemba Magloire, à l'école, il est Itoa Jean-Pierre, et au quartier, il est Mbounou Paul. Si nous digitalisons, il va avoir une seule identité. Or, les 3 identités lui permettent, voilà. Donc, ces personnes-là, comme il a dit, que peuvent être des résistances parce que c'est des groupes d'intérêt très privés. Moi, c'est ça qui me fait un peu douter de l'idée, de l'issue positive de ça. Et ça, malheureusement. Vous savez, j'ai lu
s'il faut digitaliser, le GIOT marche pourtant très bien. Pourquoi on ne peut pas systématiser la digitalisation, par exemple? Et j'ai dit, le jour qu'on va réussir la digitalisation, on va résoudre peut-être 75% de nos problèmes économiques. Je donne un exemple. Ça, je fais mais je mets la contribution sur la table, j'espère qu'ils vont prendre. Imaginez l'État, la dette publique interne, c'est colossal. Oui. Pour moi, j'ai toujours dit, si c'était moi, le conseiller juridique ou c'est pas stratégique du ministre des Finances ou du Premier, j'allais dire ceci, créons notre monnaie numérique. Parce que nous n'avons pas la maîtrise du CFA. Le CFA est une monnaie communautaire, il faut ceci, cela. Mais on peut créer une monnaie intermédiaire interne. On va créer, avec les opérateurs qui sont ici, on va créer par exemple 2000 milliards de monnaies électroniques. Et nous allons payer tout ce à qui l'État doit avec cette monnaie numérique. Donc moi, à qui l'État, parce que l'État me doit, ne vous en faites pas, je reçois mes 200 millions, ça y est de mon téléphone. Même si je ne peux pas encore utiliser ça, ça peut régler 25% déjà de mon mental. Après, l'État va dire comment faire pour toucher ça. L'État a systématisé que tous les paiements auprès d'État se passent par le truc numérique. Ça veut dire quoi? Si X ou Y veut aller dédouaner une marchandise, il vient au bout de moi, il dit, bon, ok, toi, tu as un peu d'argent là-bas. On fait. Donc, l'État crée une sorte de transaction de monnaie numérique en interne. Nous pouvons régler beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais cela, ça demande qu'il y ait un certain nombre de principes qui doivent être déjà résolus en amont. Et surtout, la sécurité. Surtout, l'identité numérique. Oh, peut-être qu'il faut que je le dise pour les téléspectateurs. Le Congo, malheureusement, et nous avons toujours cette réalité malheureuse, nous sommes l'un des derniers pays au monde qui ne gérons pas notre domaine à 100%. C'est-à-dire qu'on voyait .fr, c'est pour la France, .sn, c'est pour le Sénégal, .rw pour le Rwanda. Nous, c'est le .cg. Le .cg n'est pas géré à 100% au Congo. Et ça, il faut le dire. Si déjà, votre domaine de souveraineté Internet n'est pas géré par vous-même à 100%, ce serait un peu difficile. Je le dis pour avoir été le premier qui a travaillé dans une task force, dans ces choses-là, pour dire comment faire. Elle a réussi, n'est-ce pas? Bon, elle a réussi, il y a 80%. Heureusement. Mais les 20% restent. Intéressant. Les 20% restent parce que nous étions, il y avait nous et le Burundi a résolu. Bon, chez nous, bon, c'est vrai que je n'y suis plus, je ne sais pas si c'est à 100%, mais je ne pense pas. Pour preuve, vous n'avez qu'à voir, il y a beaucoup d'institutions qui sont au Congo encore ici, qui n'ont pas le .cg. Pourtant, avec le minimum de ce que, si je dois aborder dans le sens de mon frère Christian, oui, j'ai travaillé dans une commission où on a voulu faire un portail national du gouvernement. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire un portail où tout a été déjà fait. Par exemple, je vais vous dire, dans le cadre de PATN, on a même déjà donné les noms de domaine. Si vous êtes une administration publique, vous avez votre nom, .cg. Si vous êtes un ministère, vous avez votre nom, .gouv.cg. Il y en a, tout a été déjà attribué. Maintenant, pourquoi on ne le met pas en pourquoi il faut réfléchir encore alors que nous allons voir déjà. Vous avez le foufou, vous avez l'eau, vous avez le réchaud, mais on vous dit, repartez encore au marché pour voir est-ce que vraiment vous avez bien acheté le foufou, est-ce que vous avez l'eau toute. Mais non, pourquoi on ne passe pas directement à la mise en place au lieu de repartir? Quelque chose a été déjà fait. Vous souvenez la task force sur les stades? Oui, bien entendu. Ouais, c'est un peu ça, la même chose. On a déjà tout ce qu'il faut, mettons-là. Je ne suis pas dans l'idée, est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce que rien n'a été encore fait. Vous savez, nous sommes dans le contexte d'un grand corps malade. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital parce que vous êtes malade. Et si vous dites non, ici, vous n'avez pas bien soigné, ça ne veut pas dire qu'on est contre le médecin, mais nous disons au médecin que son traitement n'est pas efficace. Le médecin dit non, moi j'ai déjà beaucoup fait, j'ai massé, oui, mais j'ai toujours mal. Il ne faut pas que les gens trouvent que ceux qui sont des lanceurs d'alerte, ceux qui doutent ou ceux qui veulent que l'action publique soit un peu plus pragmatique, sont soit contre ou soit sont négativistes ou pessimistes. Non, ce sont au contraire des sentinelles qui veulent aider, comme la tour de contrôle pour les témoins de Jéhovah, pour que plusieurs Congolais ne n'aillent pas en enfer, mais plutôt qu'ils comprennent ce qu'il faut faire pour que nous puissions orienter. La question que je veux poser n'interroge-t-elle pas sur l'efficacité des institutions existantes? Bien, je l'ai dit ici, que en réalité, il n'y a pas une réelle volonté. L'expert vient de nous donner une preuve par 9, une démonstration implacable qu'on n'a pas besoin de faire une task force pour arriver là. Les éléments sont là. Si ça traîne, et vous voyez ce qui se passe là,
Soit on le fait à coup de bâton, on veut avoir de l'argent quelque part, les aides, etc. On nous dit, bon, mais pour avoir ça, il faut nous faire ça. Et puis, on ne prend pas le temps de réfléchir, on dit, bon, pof, sur le coup de tête, il dit, faisons. De cette manière, la manière dont les gens procèdent dans l'administration, moi j'ai toujours dit qu'il y a ce qu'on peut appeler l'opportunisme stratégique. C'est-à-dire, on essaie un peu d'accélérer tout en ayant la stratégie, en savoir que si nous accélérons, ça va s'arrêter là et voilà le gain. La démonstration venait d'être faite. En réalité, comme disait mon frère Willy, vous savez, si nos États ne fonctionnent pas, si nous connaissons le problème que nous connaissons, ce n'est pas la faute à nos mamans qui sont au village. C'est aux élites. Surtout quand ces élites-là sont en quête de positionnement politico-administratif, ils tentent de montrer que ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de l'action gouvernementale sont des démons. Non. Et c'est là les élites alimentaires. Avec les élites alimentaires, l'État ne peut pas avancer parce que ce sont eux qui sont au premier point, ils concernent les ministres, ils concernent ceci, ils concernent de cela. Et on fait le tout pour justifier tout. D'ailleurs, vous avez posé la question à mon ami Christian. Il n'est même pas mon ami, c'est mon frère Christian. La question était de savoir, est-ce que Mamokou fonctionne? Vous avez vu les acrobaties qu'il a essayé de faire, mais c'est retrouvé dans le filet. Non, faites-moi le plaisir de me laisser, faites-moi l'honneur, mon cher frère. Si je ne réagis pas, c'est que je cautionne ce que vous êtes en train de dire. Mon cher frère, tout à l'heure, vous avez fait la même chose. Lorsque vous avez dit que la taxe force, c'est une question économique, j'espère que j'aurai l'opportunité de réagir juste après. Vous aurez l'opportunité de réagir. Vous avez commencé à retrouver dans le filet, on cherchait à dire, il n'a pas dit. Je n'ai aucune difficulté à répondre. Mon cher frère, faites-moi l'honneur, je vais répondre. Écoutez. Attendez qu'il termine, vous allez répondre. Vous n'avez pas dit le sang-froid. Mais pourquoi? Pourquoi pas le sang-froid lorsqu'il y a des informations réelles et effectives? On vous a posé une question simple. Je réponds. Est-ce que Maloko est fonctionnel? Non, c'est pas, je ne pose pas la question, c'est la question. Mais je vous apporte le temps de répondre, monsieur. Non, mais c'est pas croyable. Madame, excusez-moi. Mais vous n'allez pas m'arracher la parole comme ça. Mais je ne vais pas vous laisser faire ça. Attendez que je finisse. Vous avez le temps de répondre. Je ne vais pas vous laisser me ranger la parole comme ça. Ah ben oui. Je sens une espèce de brutalité. Mais je n'ai jamais été brutal. C'est vous qui voulez le faire. Vous m'avez répondu la même chose. Voilà. Donc, il a eu du mal à se défendre, à lui dire si c'est fonctionnel ou pas. Aujourd'hui, la question de l'électricité est là. Il vient de dire encore une autre chose. Il dit, il s'appuie sur les indices de développement donnés par les institutions internationales. Non, moi ça m'intéresse très peu. Nous regardons la réalité concrète sur le terrain. Parce que même quand vous regardez ces indices des institutions internationales sont d'ailleurs même du point de vue sociologique ou opérationnel en porte-à-faux avec nos réalités sociales. Je prends un cas simple. La notion du ménage. On vous dit qu'on calcule votre salaire par rapport au ménage, votre ménage, dit, bon, vous avez... Mais est-ce que le ménage chez nous, en Afrique du Congo, c'est la même chose en France? Si on regarde ceux qui sont attachés à votre revenu. Donc déjà à partir de ce moment-là, c'est biaisé. Quelle est la réalité sur le terrain? Monsieur, allez au CHU, où je vous parle, à l'instant là, allez au CHU. Il n'y a pas d'eau. À 4 h du matin, les gens vont chercher de l'eau en dehors du CHU. Allez-y vérifier, j'ai été là-bas avec ma fille. C'est du concret là. L'électricité. J'ai amené ma fille, il y a eu coupure d'électricité. Je suis arrivé à 21 h, on a commencé à prendre soin de ma fille à 1 h. On voulait l'injecter avec la torche, je dis, n'essayez pas avec ma fille. C'est du concret. Jusqu'ici, ça se passe du concret. Vous êtes au CHU, monsieur. Alors, doucement, attendez, les municipalisations, les municipalités ne sont pas payées. L'université est à 7 mois. On est sur le social. Bien. Le panier de la ménagère est là. Quelles sont les réalisations concrètes dont l'État est en train de faire? Un État n'est pas en train de faire régulièrement, l'État fait. On pose la question, vous avez déjà fait quoi? La question, je peux réagir. Mais c'est pas à vous de réagir, c'est de vous poser la question. Docteur, je pose quelles sont les réalisations? Attendez, quelles sont les réalisations concrètes que le gouvernement a eu à faire? Le plan, le PIB, comment vous appelez ça? Le PNB, traduit en 12 batailles. Je reste sur le plan social. Les hôpitaux qu'on a construits non équipés, à l'hôpital du Congo, de dire là, de la télé, allez-y voir, il y a des ponts entiers qui n'ont pas été équipés.
Quelles sont les réalisations concrètes? Et vous voulez dire comme vous êtes content? Donc cette approche individuelle et individualiste ne peut pas marcher dans un état où on prend les indicateurs à partir de grands ensembles. Je suis dans le concret. Les enseignants vacataires ne sont pas payés depuis l'école primaire du collège, ils me restent allés en grève. Non, je dis non, vacataires de l'école primaire et le lycée. L'école primaire et le lycée ne sont pas payés. Merci beaucoup. Christian Bwanga, on va écouter. Madame, excusez-moi, non mais s'il vous plaît, il a dit des contre-vérités que je dois nécessairement corriger. D'accord. Les S sont un concept, zones économiques spéciales. Elles ont pris du temps, n'est-ce pas, pour être définitivement conceptualisées. Prêtez-moi la tautologie. Ça fait combien d'années? Docteur, souffrez un peu. Ça fait combien d'années? C'est la même chose. Donc, on va parler sur ce... Ça fait combien d'années que c'est politique? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est d'avancer dans l'effectivité du fonctionnement de ces zones économiques spéciales. Et il y a un élément, n'est-ce pas, important d'avancer, qui est aujourd'hui la desserte électrique qui est effective. En dehors de l'électricité, je vous donne encore une information, le fonctionnement, n'est-ce pas, de ces usines à haute capacité de production nécessite une importante quantité d'eau, n'est-ce pas? Il y a aujourd'hui une qualité exceptionnelle de forage qui a été installée pour s'assurer que l'approvisionnement en eau, n'est-ce pas, de cette zone sera en mesure des besoins exprimés par ceux qui seront installés. Ce sont des faits effectifs. Maintenant, madame, excusez-moi, si je vous dis que le taux de mortalité est en baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Que le gouvernement travaille. Non, ça signifie, n'est-ce pas, que les contre-performances accusées par notre système. Non. Mais voilà. Quelle est l'authenticité de l'étude? Prenez l'authenticité et l'authenticité. Prenez votre téléphone, tapez taux de mortalité en République. Les chiffres dans la primature. Tu dans la chiffre, c'est la primature. Je vous dis, attendez, votre téléphone est ouvert. Votre téléphone est ouvert. Votre téléphone est ouvert. La source. Ok, donc je vous remercie. Quelles sont vos sources? Si le taux de mortalité en baisse, c'est dire que les carences assurées, n'est-ce pas, à l'être accusées par notre système médical sont en très petit à petit. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Et donc, quel serait l'opération d'esprit sain? C'est des fabrications. Si, excusez-moi, si nous avons, comment est-ce qu'on a, je répète l'expression, si nous avons une espérance de vie aujourd'hui qui avoisine les 70 ans et qui est en progression, c'est dire encore. Ça là aussi, c'est fabriqué. C'est fabriqué. Séance de notes. Séance de notes. C'est fabriqué. Vérifiez nous donne ces informations. Fabriqué. S'il vous plaît, votre réaction est la preuve, n'est-ce pas, d'un pessimisme. Vous êtes à la remorque de votre pessimisme. Par contre, je dis que je suis à la remorque de mon optimisme. Vous n'êtes pas dans le pessimisme, vous êtes dans la place d'honnêteté. À l'endroit de qui? Lorsque j'informe les téléspectateurs qui nous suivent des chiffres de quel chiffre? La réalité sur le chiffre sur la réalité de vie. Alors, je pense que j'informe, excusez-moi, des réalisations effectives. Quelle est l'autorité vérifiable? Quelle est l'autorité politique qui a déjà dire ce qui est? Vous appelez je pense que la preuve. Combien de délais vont chercher? Combien de vont chercher? Le Premier ministre a-t-il déjà été au CHU? Le Premier ministre a-t-il déjà été au CHU? Vous savez ce qu'il est? Excusez-moi, je pose une question calme. Vous connaissez la notion de l'application de cause de conscience en matière médicale? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Vous en ferez un débat. Vous en ferez un débat. Parce que vous êtes vraiment une élite. Quel est votre travail? Quel est votre travail? En quoi vous considérez-vous éclairé? Parce que vous crachez tous les jours sur votre pays, c'est cela? C'est cela qui me dit crachez tous les jours sur votre dirigeant. Voilà, moi je n'ai rien inventé. Je n'ai jamais dit, excusez-moi, je n'ai jamais dit, madame, je vous prends un exemple. Non, je ne suis pas énervé. Je n'ai jamais dit. Nous allons évoluer sur notre thématique de ce soir. Je reste avec vous pour une autre question. Soufflez un peu, prenez de l'eau.
Toutes ces mesures qui sont visent également à assainir l'administration publique et à lutter contre la fraude, la corruption. Pensez-vous qu'une task force soit la seule mesure capable d'arrêter ou d'atténuer les comportements déviants? Absolument pas. Ce qui est certain, j'ai l'habitude de dire que, prenons le cas des États occidentaux, le taux de corruption est le plus faible, n'est-ce pas? Croyez que ce n'est pas du simple fait de la qualité des humains qui y habitent. C'est du fait de la performance, n'est-ce pas, des mécanismes de contrôle qui existent et qui empêchent justement l'action humaine néfaste. L'action humaine néfaste depuis le péché originel qu'est celui d'Adam et Ève. Donc, nous n'allons pas croire que les Congolais du jour au lendemain vont devenir des gens sains, n'est-ce pas, simplement du fait de la digitalisation. Bien au contraire, cette digitalisation commande aussi le développement de certaines intelligences malignes, n'est-ce pas? Cette digitalisation va de pair avec l'augmentation du niveau de la cybercriminalité. Donc, nous demeurons dans l'optique positive, qui est celle visée par cette tentative de digitalisation, entre autres, l'amélioration de la qualité de notre service, l'accélération, n'est-ce pas, de la délivrance des services aux citoyens, et très nécessairement, l'amélioration également de nos recettes. Vous comparez le budget 2025 et le budget 2026 dans un environnement qui semble n'avoir pas changé pour le commun des mortels, comme le docteur Ibarapéa, n'est-ce pas, qui ne croit pas aux chiffres. Moi, j'y crois, et lorsque je constate que d'une année à une autre, nous sommes passés d'un budget de temps, n'est-ce pas, à un budget d'aujourd'hui près de 400 milliards, supérieur à celui de l'année dernière, c'est dire que l'État a fait un effort dans la mobilisation des recettes. Maintenant, excusez-moi, tout à l'heure, je prends à aucun moment, je n'ai dit sur ce plateau que toutes les questions, n'est-ce pas, des carences qui ont été exprimées par mes co-débatteurs ne sont pas réelles. J'ai vanté les efforts faits, n'est-ce pas? Et moi, je m'en tiens à cela, parce que, estimant être un nombre d'actions, je pense que c'est ce sens que l'on devrait avancer. En aucune circonstance, j'ai dit qu'il y avait en République du Congo suffisamment d'électricité pour tous. Non. Je dis simplement que même les gouvernements sont tout à fait conscients de ce besoin et que des actes sont en train d'être posés en vue de régler cette situation. Vous comprenez? Donc, pour revenir à votre question... Qu'est-ce qu'on produit à Maboko? Docteur, s'il vous plaît, nous avons déjà dépassé... Mais vous m'êtes excité, excusez-moi. Vous m'inquiétez. Docteur, s'il vous plaît, la question de Maboko, on a déjà parlé. Il y a, à l'instant où je vous parle, il y a quelques unités fonctionnelles, mais ce n'est très peu en deçà, n'est-ce pas, des objectifs visés par la mise en œuvre de cette politique. Mais croyez que d'ici à la fin de l'année, nous connaîtrons une multiplication par 10 de ces unités fonctionnelles du fait de la mise à disposition de cette zone d'une quantité d'électricité suffisante. Telle est ma réponse. Merci bien, cher internaute de TDK Média. Nous continuons notre débat. Nous arrivons presque à la fin de notre échange ce soir. Docteur, au-delà des task force, le Congo a longtemps organisé des séminaires gouvernementaux censés faire le point sur l'action publique. Quel bilan en tirez-vous? Quels résultats concrets ont-ils produits? Et pourquoi aujourd'hui ces séminaires ne se tiennent plus? Bien, vous avez la réponse dans votre chute. Vous voyez, ce séminaire gouvernemental, tout ce que vous avez dit, c'était une copie, je n'allais même pas corriger. Ça doit mettre de côté. Ça ne peut pas corriger. Lorsqu'ils ont commencé ce séminaire gouvernemental, nous avons tiré la sonnette d'alarme ici, sur ce même plateau. Mais il y avait des primes journalières. Ils en ont fait combien? La finalité, nous sommes là. Moi, je ne sais pas comment certains compatriotes affichent un optimisme béant vis-à-vis des dirigeants qui ont échoué. Vous savez, avec cette même équipe gouvernementale, vous prenez les dirigeants que vous avez, donnez-leur 1000 ans. Donnez-leur 1000 ans. On va se retrouver à la carte départ. Quelle est cette politique qu'on ne fait pas de bilan? Vous avez un mandat, vous passez d'un mandat à un autre, d'un slogan à un autre, et puis, pouf, on est parti, on fait ceci, on fait cela, sans bilan. Ils ont réalisé l'exploit en 2027 de produire un petit bilan dans le livre. On a dit, venez débattre les enfouis. Voilà le problème. Qu'est-ce qui marche depuis là? Il n'y a que les individus qui bénéficient pour certains d'une certaine obésité financière, qui est liée au mécanisme primordial que vous connaissez. On ne peut pas, au regard de ces 20 dernières années, accorder du crédit à un gouvernement qui est incapable de donner de l'eau à ses citoyens, à un gouvernement qui est incapable
de sanctionner l'impunicité. D'ailleurs, Enam se sont transformés en acteurs. Et vous me demandez d'être optimiste. Et après, on va nous qualifier de gens de mauvaise augure. Oui, nous acceptons d'être des gens de mauvaise augure. Mais donnez-nous les preuves pour nous convaincre que nous ne soyons pas. Prenez l'économie. Nous sommes un État endetté. Surendetté. Comment est-ce que nous allons faire pour payer les dettes? Je rappelle qu'il y a de cela quelques années, quand les dettes sont arrivées à échéance, on était incapable de payer. Nous sommes, quelle est l'expression technique, on s'est endetté de nouveau et ce n'est plus nous qui allons payer le rééchelonnement de la dette. Ça veut dire qu'on doit payer en 2020, en 2020 on ne peut plus payer, on va payer en 2025. Ce n'est plus nous qui allons payer. Je vous souhaite d'être nommé ministre des Finances. Je n'accepterai pas de toute manière. Donc, vous allez voir que une élite qui a plombé notre pays, je vous le dis, ce que le gouvernement successif du président Sassou a eu à faire va nous coûter au moins 2 siècles pour sortir de là. Vous êtes un oiseau de mauvaise augure. Bon, je l'assume. Donnez-moi des raisons pour ne pas que je sois un oiseau de mauvaise augure. Comment vous allez dire, comment vous allez demander à un citoyen qui ne peut pas satisfaire ses besoins, comment on appelle, minimal. Vous ne pouvez pas. Je vous donne une preuve de l'intention. J'arrive. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'un gouvernement a échoué sur toute la ligne, comment est-ce qu'on peut faire confiance avec ces mêmes gens qui mettent sur pied la politique publique, qui échouent, on prend les mêmes, on recommence, on échoue, et vous avez la preuve là même. On a organisé des séminaires gouvernementaux, des sorties d'argent. C'est-à-dire que quand vous regardez le gouvernement fonctionner, il y a toujours l'argent derrière. Et c'est ce qui les préoccupe. Donc moi, je n'ai aucune confiance à cette task force, comme la task force passée, l'espérance est là. Sauf que si on décide de faire mieux, ce ne sera pas ceux-là qui vont décider de faire mieux. Il faut donc changer de paradigme. Comme je le dis toujours, on ne conserve pas une équipe qui perd. Oh, nous avons une équipe qui a perdu. C'est toute l'année. Dites-moi quel est le secteur qui marche au Congo. Quel est ce secteur? J'ai confiance. À partir de cette base-là, on va nous dire que voilà tel secteur marche chez nous, alors que rien ne marche. Madame la modératrice, j'ai confiance, n'est-ce pas, en ce gouvernement, en ces dirigeants qui ont débauché un directeur Afrique de l'Agence spatiale de développement pour venir diriger ses finances. Et le résultat? Et je pense que monsieur Christian a une réputation à l'international qu'il a à défendre, qu'il est nécessairement en train de défendre. Les résultats sont où? Tel a déclaré. Les résultats sont où? Non, mais on n'est pas dans le sophisme pour essayer de plaire aux gens. Docteur, s'il vous plaît. Je ne sais pas chanter, madame. Regarde tout ce Le biotisme, c'est pas mon jeu. Constant Parapéa vient de dire ce que Christian Bouanga a souligné. Selon vous, vous penchez de quel côté? Non, ici, il n'est pas question de pencher d'un côté ou de l'autre, c'est de voir la réalité en face. Ce qui suscite aujourd'hui, j'ai envie de dire le pessimisme, pour ne pas dire le doute vis-à-vis de l'action du gouvernement, c'est l'impact même des efforts qui sont consentis depuis 40 ans à peu près. Parce que quand on regarde le volume du temps et quand on regarde le volume des actions posées et la qualité des actions posées, on se rend compte finalement qu'on a beaucoup parlé, on a moins travaillé. Exactement. Sinon, on ne serait pas ici en train de parler encore de la digitalisation et des task force. Je vous parlais tout à l'heure de la task force sur les stades. Le président a mis en place une task force pour voir comment réhabiliter les stades. C'est comme si, quand ils ont été construits, il y avait une task force qui était mise en place. Vous vous rendez compte que on est un peu dans le cosmétique politique, où finalement, le gouvernement, pour plaire certainement aux bailleurs de fonds, à certains partenaires, est en train de mettre sur papier certaines institutions, mais pas réellement pour faire avancer l'État, mais juste pour se conformer à certaines exigences internationales des bailleurs de fonds. Et je pense, et c'est ce qui se passe avec la task force, mais sinon, on n'a pas besoin aujourd'hui d'une task force, puisque les agences existent, les institutions existent déjà, certaines politiques ont été déjà amorcées, il a dit tout à l'heure, donc on n'avait pas besoin, on pouvait confier ça à comment on appelle, ANSI, on pouvait assurer la continuité, on pouvait même confier à l'RPC aussi, qui à un moment donné a une branche pareille. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit mettre en place une task
qui va encore coûter de l'argent, puisqu'ils ne pensent pas que ces ministres, quand ils se retrouvent, quand il y a des réunions la journée, même quand c'est une petite réunion, vous remarquez que sur ce plateau, on a eu besoin d'eau, donc on a dépensé pour en avoir. Donc je vois pas comment ces ministres qui vont encore effectuer les missions à l'étranger pour voir comment ça se passe en Chine, ils vont le faire. Ils ne vont pas décaisser les fonds au trésor public quand on sait que le pays va mal sur le plan économique et financier. Donc c'est ça le vrai problème. L'État cache un peu son échec. Vous avez parlé des institutions. Est-ce que la task force est synonyme ou encore reflète l'échec des institutions? Mais c'est à peu près ça. Puisque si les agences existent sous tutelle du ministère qui s'occupe de la digitalisation aujourd'hui et qu'on crée une task force qui regroupe que des ministres jusqu'ici et leurs conseillers, et ça veut dire que ces institutions n'ont pas pu. Non, il y a une logique de distribution. Aurait échoué ces institutions. Non, mais c'est l'impression que nous avons qu'aujourd'hui le gouvernement crée une task force pour la digitalisation. Pour la digitalisation. On a l'impression que tous ces techniciens qui sont là, toutes ces compétences que nous avons dans ce pays, et tout le salon Zian qui regroupe beaucoup de techniciens qui viennent de partout, et vous avez, bon, quand on regarde tout ça là, on se dit, donc ça veut dire que tous ces experts-là, toutes ces institutions n'ont pas réellement fonctionné pour qu'aujourd'hui, le gouvernement mette en place une task force. Wilingoyi, un mot là-dessus? Oui, mais justement, je rebondis sur ce que vient de dire Fortuna Ngoulali. C'est comme si aujourd'hui, on parlait des questions de santé et les médecins sont à côté. Exactement. Et on prend ceux qui décident. Oui, c'est bien qu'ils décident. Mais je voudrais revenir sur un fait qui est capital. On a parlé de Zian ici, mais il y a beaucoup d'experts qui viennent. J'ajoute quelque chose de fondamental. Je viens sur, en tout cas, les questions générales de management. Vous savez que le management doit s'adapter à la circonstance. À l'environnement. À l'environnement. Pour ceci, si c'était moi, j'ai dit, mais au lieu de repartir pour faire du management participatif, on peut créer du transactionnel. Le Congo a besoin de se digitaliser. Venez tel cabinet, tel cabinet, tel cabinet avec une préférence nationale, venez avec des meilleures idées par rapport à ça. Et qu'au lieu que cette task force-là puisse commencer à réfléchir, qu'il puisse être de l'arbitrage. Passez là, dites-nous ce que vous allez faire. On explique comment vous trouvez. Pour sur les finances, vous dites comment. Si on fait ceci, je pense que ça aurait été plus facile. En mettant en place un système de management transactionnel. Vous réussissez dans les 100 millions là. On vous donne 3 millions. Je peux vous dire, il y aurait une sorte de cristallisation de l'expertise qui vont faire une équipe nationale d'expertise qui viendront. Ils vont vous prendre une idée en tenant compte des spécificités nationales. Voilà ce qu'il faudra faire. Est-ce que vous savez que le Parlement avait déjà voté une loi, par exemple, sur le code USSD? Donc, dans ce contexte-là, là où il n'y a pas l'Internet qui est desservi, on va utiliser le réseau SEM en faisant étoile, quoi. C'est nous qui comprenons, mais je sais déjà tel que le Congo est. On aime l'externalisation. Je vous dis que derrière, il y a toujours un petit Chinois, un petit Français, un petit Américain tapé dans l'ombre qui va commencer à prendre les idées là-bas qu'on va amener sur la table ici, qui serait inopérante par rapport à la réalité. Moi, je pense que... La réalité congolaise? Prochainement, non, c'est pour essayer un peu de clore un peu ce petit débat sur les task force et quoi. Utilisons désormais du management transactionnel. Je l'ai dit même pour l'innovation technologique. Pourquoi pas? En tout cas, je ne pense pas qu'on va lancer l'argent et puis on va dire, dites ceux qui savent déjà panifier la farine de manioc. Venez au Congo. Si vous nous convainquez et que nous pensons que c'est bien, on va vous donner tant. C'est comme ça qu'on va commencer à apprivoiser les technologies des autres. Au lieu de commencer par là où les autres ont déjà fait. C'est comme si aujourd'hui le Congo veut faire une voiture. Bon, repartez d'abord task force. Comment on va faire une voiture? Mais vous connaissez déjà le principe de la voiture. Bien entendu. Bien entendu. Il y a déjà des gens qui peuvent le faire. Voilà. Il y a déjà dans l'administration publique des gens qui l'ont fait. Tout le monde sait. Vous l'avez le ministère des Finances, je dis, est assez évolué. Il manque la dernière partie. Voilà. Et la dernière partie là, c'est la volonté politique qui ne doit pas rencontrer les intérêts privés. Justement, c'est ça. Si on casse ça, je pense que la digitalisation, en 6 mois, en 1 an, 2 ans, on va digitaliser. L'objectif, c'est celui-là. Peut-être que le mode opératoire, donc le système de management choisi, nous, on préfère le participatif, alors que maintenant, là, ça devient le transactionnel. Non, mais le problème du gouvernement, c'est qu'il y a toujours une très très bonne dose politicienne. Tout ce qu'on fait. Voilà, si vous constatez depuis quelque temps, c'est ça, c'est clair. Pour ce qui est technique, pourquoi mettre de la politique? La logique de rentière est probondaire, c'est ça? J'ai lu le décret
qui met en place cette task force, à aucun moment je n'ai lu que les membres de ces comités, n'est-ce pas, auront des attributions opératives. Non. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'impulsion politique nécessaire. Lorsque on prend le cas du comité d'investissement, n'est-ce pas, il est dit qu'il est en charge de mobiliser les moyens permettant l'accélération de cette digitalisation. Mais une fois que ces moyens sont mobilisés, n'est-ce pas vers les entités opératives que ces budgets sont affectés? Oui, je suis d'accord. Là, je rebondis pour essayer pour me répéter, excusez-moi, pour me répéter, s'il vous plaît, pour me répéter, n'est-ce pas, je disais ceci. Si nous roulons à vitesse N plus 10, je reprends l'exemple que j'ai pris, n'est-ce pas, et que nous souhaitons accélérer la vitesse à laquelle nous roulons, parce que justement notre retard numérique par rapport à d'autres États était suffisamment évoqué ici, pourquoi pas un instrument de plus? C'est d'autant plus que cet instrument ne vise, n'est-ce pas, qu'à mobiliser dans les délais les plus courts les prérogatives de puissance publique. Il faut comprendre la Christian. Non mais Christian, nous l'avons dit tout à l'heure, le Congo ce n'est pas les instruments qui manquent. Le Congo, ce ne sont pas les instruments qui manquent au Congo. Les instruments, voilà, donc les instruments, nous avons parlé des instruments répondent à la totalité de nos besoins actuellement. Mais bien sûr, on n'a pas besoin Vous dites une chose de 5 ans. Non, vous dites que nous sommes en retard par rapport à d'autres États. Vous l'avez bien dit. Les instruments qui existent sont appréciés, n'est-ce pas, sont appréciables, n'est-ce pas? Maintenant, il s'agit soit de démocratiser ces instruments par la multiplication, n'est-ce pas, de digitalisation des administrations, ou de renforcer le fonctionnement de celles qui existent déjà. Donc, pour passer à une vitesse supérieure, le gouvernement estime mettre en place, n'est-ce pas, une task force. Je répétais encore que la présence, n'est-ce pas, de ces personnalité politique au sein de ce comité ne vise, à mon sens, et je suis convaincu que c'est la vérité, qu'à mobiliser dans les délais les plus courts la puissance publique en vue d'accélérer, n'est-ce pas, les résultats souhaités. Donc, il n'y a rien de nouveau à cela. Je crois qu'il serait plus juste. À l'entame de ces propos, tout au début de l'émission, j'ai apprécié l'intervention de Dr. Mbappé lorsqu'ils disent « nous allons voir ». N'est-ce pas? Mais bizarrement, l'opinion est venue sur ce même plateau de nous allons voir qui était plus ou moins porteur d'un espoir. Hein. Il n'y aura rien parce que nous savons que tout ce qui se fait dans ce pays ne marche pas. Mais heureusement, hein, heureusement que certaines choses marchent. Hein. Je ne voulais pas taquiner. Moi, je pense plutôt ceci. Je vais plaisanter. Non, l'objectif, bon, on pourrait dire, l'objectif est louable. Non, nous sommes obligés d'y aller. Et encore une fois, c'est comme si un enfant qui, pour se laver, il faut que les parents crient. Oui, il sait laver, mais au départ, on ne veut pas le mettre même sur le même pied d'égalité avec l'enfant qui se lave seul. On va dire attention, il faut faire très attention avec cet enfant. Pour qu'il se lave, il faut toujours parler. C'est un peu dans ce sens-là. Je reviens sur l'idée du management et je voudrais ici parler d'une expérience bien congolaise. Nous avons été avec Fortuna en 2020. Nous avons aidé le Congo, bien entendu, pour essayer de mettre en place une politique de réponse éducative par rapport à la crise de Covid. Mais oui, mais on n'avait pas eu besoin d'une task force. Et je vais vous dire, peut-être que les gens ne savent pas. Le ministre Colline Makossa, la ministre de l'enseignement, était venu nous dire que notre expérience était utilisée comme benchmarking chez les autres. Au Gabon, un peu. Ouais. On appelait notre gouvernement pour dire « mais comment vous êtes en train de réussir cela ?» Pourquoi? Parce qu'en ce temps, le ministre Colline a été pragmatique. Qui peut me résoudre tel problème? Nous étions venus nombreux. Ah non, moi je peux faire ceci, moi je peux faire ceci, moi je peux faire ceci, moi je peux faire cela. Les expertises se sont mélangées et nous nous sommes retrouvés là-bas. Nous avons sauvé l'année. On ne peut pas dire que ces personnes qui sont passées pendant ce temps-là n'ont pas réussi. Moi, je pense que c'est le système du management qu'il faut changer. Je suis pour le système de la récompense. Pardon, ne m'interrompez parce que je suis un peu... J'ai toujours dit, si nous voulons que dans ce pays les choses changent, il faut que les meilleurs soient récompensés. C'est la même chose, je l'ai dit. Hein. J'ai conseillé un ministre pendant 5 ans dans l'enseignement. Je refuse les efforts du bas. Ça ne marche pas. Le jour qu'on dira, je fais une digression, mais vous allez comprendre, que celui qui a 15 de moyenne au bac, 15 de moyenne au BPC, il est automatiquement sélectionné pour la bourse nationale. Et que s'il confirme ses 15 de moyenne, il aura 10 millions. Tous nos enfants en 1 an seront tous intelligents.
Ne faites pas non, les cahiers, la qualité des profs, non. Tirons le pays vers le haut. C'est pas en bas. En bas, on a déjà tout ce qu'il faut. Faisons maintenant, vous allez voir, oh, il y a 5 millions là-bas. Toi, tu vas plus dormir. Viens, on va casser les mathématiques. Vous allez voir, excusez-moi, pardon, vous allez voir que ça va augmenter. C'est la raison pour laquelle, à la place des task force, puisque nous avons des cabinets d'expertise, puisque nous avons des individualités, le gouvernement, je suis en train d'aller dans un cadre holistique. On peut désormais mettre, voilà ce que le Congo voudra. Le Congo voudra que dans 4 ans, quelqu'un qui soit capable de mettre ici tout un processus de fabrication du ciment à partir du calcaire de l'UTT. Bon, moi j'ai entendu comme ça, et vous mettez combien? 1 milliard pour ça. Je vais aller trouver auprès des gens. Oh, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de commencer tous les processus à partir du début. Voilà pourquoi nous ne finissons jamais. Je ne dis pas que les objectifs ne sont pas louables. Je ne dis pas que la volonté politique telle qu'elle est affichée n'est pas bonne. Mais le système de management, pour moi, est contre-productif. C'est la raison pour laquelle on semble aller vers un pessimisme, peut-être qu'il ne s'y est pas maintenant là, mais qui semble aller un peu dans le sens, puisqu'on dit que les mêmes causes ont les mêmes effets. Merci bien, monsieur. Merci à Est-ce que, excusez-moi. Nous sommes à la fin de l'émission, Christian Bouanga. Deux phrases. Nous sommes à la fin. Est-ce Si je que vous vous donne la pensez- parole, Non, moi je vais on prendre. va chercher on va chercher à prendre la parole. Et on reviendra une prochaine fois pour en parler également. Si et seulement si le gouvernement met en place encore une nouvelle task force, on y reviendra pour en parler. Merci, chers internautes de Téléka Média, de nous avoir suivis. Le débat continue à travers les commentaires. Likez, partagez surtout le commentaire. On se dit à très bientôt. Bonsoir chez vous.